bonsoir. Je vais vous parler évidemment de Verson tout à l'heure, mais Frédéric a souhaité que j'élargisse la question de l'éco-responsabilité et de l'éco-conception, donc je le fais avec joie. D'autant plus que si j'ai pu croire pendant quelques années qu'on n'avait plus besoin de faire l'effort de rappeler pourquoi on est engagé dans l'écologie et l'éco-conception, je pense que ça n'est pas gagné et qu'il faut encore continuer à rappeler que si nous faisons ce que nous faisons, c'est pour eux, c'est-à-dire c'est pour nous, mais c'est aussi parce que nous et eux, ce que nous faisons, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est pas un endroit catastrophique dans des pays qui seraient très éloignés de chez nous. Heureusement, ça s'est fermé il y a 3 ans. C'est la grande décharge de Marseille. Le train que vous avez là était 2 à 3 fois plus long. Et grosso modo, cette image catastrophique, elle parle assez bien de notre rapport à la Terre. Elle nous donne tout, l'air, l'eau, ce qui permet qu'on se nourrisse, que l'on vive. Et qu'est-ce qu'on lui rend? Ça. On lui rend des déchets, on lui rend un dérèglement total, pas d'arbres, que des oiseaux, et encore dans un vol que je ne pense pas même naturel. Donc si nous faisons ça, c'est pour ça. C'est bien sûr pour la Terre, mais c'est aussi parce que c'est la Terre humaine. C'est pour la multitude qui était juste avant. Et si vous voulez juste un chiffre, on pourrait donner 1000 chiffres, mais il en suffirait d'un seul. Euh, Depuis que le relevé des températures est fait en Europe, c'est-à-dire 1850, les 13 années les plus chaudes sont les 13 dernières années, et la 14e, c'est 98. On peut douter du dérèglement climatique, mais en tout cas, il y a certains chiffres qui sont là. Et puis surtout, il y a une conscience planétaire qui est une conscience ancienne. Bien sûr, quelques singularités existaient avant 72, mais 72, c'est le début de cette prise de conscience extrêmement partagée. 72, c'est le Club de Rome qui publie un livre qui s'appelle Halte à la croissance, point d'interrogation. En 72, j'étais étudiant, je commençais mes études d'architecture. Aujourd'hui, je fais partie du Club de Rome. J'en suis heureux parce que c'est les premiers à avoir dit qu'il y a une incompatibilité entre le caractère fini de la planète et un développement infini de l'humanité sur Terre. Dans la série de tout le travail que le Club de Rome lance, on a la conférence de Stockholm la même année, celle dans laquelle le petit français René Dubos a dit penser global, agir local, qui reste une de ces manières finalement de s'engager dans l'action aujourd'hui. Puis le sommet de Nairobi, catastrophique, il ne s'est rien passé, c'était la guerre froide. Mais en tout cas, en même temps que le sommet de Nairobi, 87, c'est le rapport Brundtland dont vous avez voilà, dont vous avez ici la couverture. C'est le premier rapport dans lequel on parle de l'avenir de la planète sur la base d'un développement durable, c'est-à-dire un développement qui prend en compte les besoins d'aujourd'hui, mais qui considère que les besoins de demain doivent être protégés. Suit le sommet de Rio, qui est un sommet extrêmement important, puisque dans la façon d'engager la gestion des territoires apparaît cette notion d'agenda 21, pas le calendrier, dit agenda, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on se donne comme action à établir dans son propre agenda de vie, que ce soit celle des communes, des communautés de communes, des pays même. Le protocole de Kyoto arrive quelques temps plus tard. Je ne vais pas vous le détailler, vous le lisez, puis vous le connaissez, mais un des enjeux, c'est de se demander, et la réunion qui va avoir lieu à Paris en 2015 a pour objectif de redéfinir le protocole de Kyoto. Donc on réduit les émissions de gaz à effet de serre. À Johannesburg en 2002, on élargit la question. C'est plus seulement les enjeux de l'énergie qui sont importants, mais ils sont toujours là. Mais l'eau devient une préoccupation majeure. La production agricole, la question de la biodiversité et de la santé. Durban arrive. Durban, première catastrophe, seconde catastrophe après Nairobi, mais on n'est plus dans la guerre froide. Durban, où grosso modo, on se met d'accord qu'il va falloir qu'on se mette d'accord. Et Rio plus 20 arrive. Et Rio plus 20, ça s'écrit comme ça. C'est écrit. Ah, vous ne le voyez pas là, excusez-moi. C'est un petit élément qui a disparu. Enfin, 20, c'est V-A-I-N. Puisque le sommet de Rio, finalement, a été extrêmement vain et n'a pas servi beaucoup. Pendant tout ce temps-là, pendant tous ces sommets, au cours de tous ces sommets, la question de la ville est absolument mise de côté. Comme si tout concernait la ville et que du coup on n'en parlait pas. Alors qu'effectivement, comme ça a été toujours dit tout à l'heure, mais je vais mettre un bémol sur cette notion, la population urbaine aurait en 2006 atteint les 50%
de la population mondiale. Et de fait, les métropoles que l'on voit ici caractérisent cette dimension-là. Et pourtant, dans les grands sommets et les grandes décisions prises autour de ces ambitions, y compris de population, enjeux de population, ne parlent pas de la ville. Et de fait, c'est au travers du bâtiment qu'on va s'intéresser à la question de l'établissement humain. Donc 93, la Suisse met en avant cette notion de minergie. Minergie, c'est grosso modo, avant le HQE français, avant le Breham anglais ou le Leeds canadien et américain, cette certification qui montre que l'on conçoit à la fois de manière environnementale les bâtiments et aussi que l'on fait attention à la production, enfin aux économies d'énergie, à la qualité de l'air, à la santé, etc. etc. Donc c'est vraiment par la question du bâtiment qu'on va finalement aller vers les enjeux liés à l'aménagement du territoire. Et comme finalement les États ne vont pas faire grand-chose sur ça, on ne va pas en parler davantage dans les grands regroupements internationaux, et bien ce sont les villes qui prennent leur destin. Et d'une certaine manière, il me semble qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les villes qui portent le plus la dimension essentielle du développement durable, qui est le pragmatisme. Les villes sont toujours finalement en lien direct avec la réalisation, avec la nécessité de faire des choses pour que les gens qui les habitent soient dans des conditions idéales. Et donc vous avez 97, 99. Bon, je l'ai mis là parce que c'est une proposition qui est décalée, mais qui est aussi décalée et intéressante que la décroissance. Décroissance qui est d'ailleurs aussi de 1972, hein, comme le Club de Rome. Donc Citaslow, si vous tapez Citaslow sur Internet, vous verrez, c'est un groupement c'est une façon de penser la ville plus lente qui a été créée en 1999 par le maire de Brême, qui est une petite commune de Toscane. Et aujourd'hui, vous avez dans plus de 20 pays dans le monde entier, vous avez des communes qui ont choisi d'être Citaslow, et il y a une commune française qui l'est, et depuis 2010, c'est une commune dont le nom m'échappe, ce qui n'est pas sympa pour elle, parce que forcément c'est un effort pour eux. C'est une commune... ça va me revenir. Oui, je l'ai dans mon petit cahier, voilà. Alors, à côté de ça, on voit que l'organisation autour des villes se déploie vraiment, que ce soit la Convention des maires, qui est cette convention qui rassemble les maires européens qui s'engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur commune, que ce soit les cités, enfin les Global Cities sur le climat, dont vous avez ici donc qui ont été toutes les deux créées en 2005 et 2007, à l'époque où l'Allemagne est à la tête de l'Europe, il y a cette rédaction d'une charte qui s'appelle la charte de Leipzig sur la ville européenne durable. Ça reste pour moi le document le plus intelligent qui a été produit sur la ville durable. Il est toujours disponible sur Internet. C'est un petit bijou. On est arrivé à la question de la ville par les villes finalement, mais on n'a pas tout réglé parce que on est aujourd'hui dans une conception de l'espace qui est très différente de la conception ancienne. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour nous, l'emboîtement des échelles, c'est-à-dire le bâtiment est dans son quartier, le quartier est dans sa ville, la ville est dans sa communauté urbaine, la communauté urbaine est dans sa région. Ça n'est plus comme ça que nous le voyons, parce que toutes les valeurs qui sont liées au développement durable ne s'emboîtent pas. Elles sont dites transscalaires, c'est-à-dire qu'elles échappent aux boîtes, elles sont toutes liées au flux, au mouvement, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit la pollution, que ce soit le déplacement des gens ou que ce soit l'énergie. Tout ça est dans une continuité qui nécessite de réfléchir à des échelles plus grandes. On parle des écosystèmes. Pardon. Merci beaucoup. C'est Gonzac. Il a trouvé. Bon. J'attendais un blanc pour le... Voilà. Bon, donc c'est Gonzac. En Charente, exactement. Il y a une ville qui essaie de l'être et qui s'appelle Cergy, mais Cergy pas en Île-de-France, mais en Rhône-Alpes. Donc en fait, l'enjeu, c'est qu'on ne réussit pas, bien sûr, dans le bâtiment, encore moins dans le quartier, et même parfois difficilement dans la cité, à régler des enjeux qui sont des enjeux considérables, notamment ceux de l'équité territoriale. Et pour y arriver, il y a la nécessité d'élargir ces questions-là, comme l'aire métropolitaine de Barcelone le fait, à cette notion de la biorégion. Alors, cet enjeu-là s'inscrit aujourd'hui dans un discours
que pour ma part je récuse, qui est celui de la métropolisation des territoires ou du fait que tout le monde habiterait dans les villes. L'INSEE, c'est-à-dire ceux qui décident combien nous sommes, enfin ceux qui comptent combien nous sommes, l'INSEE a comme critère qu'une ville apparaît quand la partie agglomérée de la ville fait 2000 habitants. C'est quand même un mensonge total. Vous imaginez bien que c'est facile de dire qu'on est à plus de 50% urbanisé si des bourgs de 2000 habitants, et j'en connais, qui sont des bourgs au milieu de la campagne, sont des villes. Ça n'a pas de sens. Donc il y a une espèce de discours centralisé, métropolitain, qui met de côté tout le reste du territoire. Et moi, je me suis amusé à faire un petit calcul tout simple parce que j'ai la chance de travailler sur toutes les échelles du territoire et que je sais ce que c'est que d'être dans un bourg. Je me suis occupé du PLU de Rocamadour, 680 habitants, et je me suis occupé de l'avenir de tout le Val de la Durance, que des paysans. On fait un petit calcul, et 56,7% de la population française habite dans des communes de moins de 10 000 habitants. Voilà. Essayons de nous intéresser à l'ensemble du territoire et arrêtons de penser qu'il est définitivement polarisé par les métropoles. Les métropoles sont importantes, je ne vais pas dire l'inverse. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle que d'elles et qu'on ne parle pas finalement de la nécessité d'un développement du territoire autrement que celui qu'on imagine aujourd'hui? La pensée française, c'est les métropoles, les grandes voies de desserte entre les métropoles et la messe est dite, quoi. Conclusion, on ferme les postes, on ferme les tribunaux, on ferme les hôpitaux, on ferme les écoles dans le reste du territoire. Donc voilà, c'est pas aussi clair que ça, cette histoire de l'avenir et de la pensée du territoire. Alors, tout ce travail-là que l'on fait, toute cette avancée de l'éco-responsabilité, on le fait pourquoi? On le fait dans quel but? Alors, il y a un but qui est chiffré, qui s'appelle le facteur 4. La plupart des engagements de la France sont décrit ici, c'était en 2003. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre par 4 entre le niveau de 90 et celui de 2050. Bon, on n'y arrivera pas. C'est le Club de Rome qui a défini le facteur 4 et qui l'a défini dans les années 90 et qui a dit le facteur 4, c'est pas 4 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources. Et là, on commence à faire le pas qui, moi, m'intéresse dans mon travail, c'est moins de technique et plus d'humain. Et en fait, l'évolution du développement durable aujourd'hui est de cet ordre-là. On a commencé à engager les politiques de développement durable sur la question de la technique et de l'environnement. Et d'une certaine manière, l'hégémonie du discours de technique liée à l'environnement nous a aidés. Je ne vais pas dire que ça n'a pas été utile, c'est encore utile. Mais tout ça a des limites qui sont des limites considérables. Ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est un retournement de la question où c'est d'abord les enjeux de culture qui sont présents partout, qui ne sont pas dans les 3 piliers du développement durable, social, environnemental et économique, mais qui englobent tout ça. C'est la relation entre culture et environnement qui détermine finalement l'avenir de nos travaux. Alors bien sûr, pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? Certainement pas avec le greenwashing, quoi. Il y en a qui aiment beaucoup ça, parce que ça coûte moins cher. Un coup de peinture verte sur la misère environnementale, et c'est bon, quoi. On a gagné, on fait croire que. C'est évidemment pas avec ça, c'est même pire que ça. Parce que ça, c'est l'effet pervers de la conscience actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est que tout le monde ne se donne pas les moyens de le faire et se dit qu'il faut absolument faire croire qu'il est en train de faire quelque chose. Donc là, on a un des effets pervers de notre engagement, dont il faut se méfier considérablement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, on ne construit que 1% du parc bâti existant. Toute l'architecture neuve que vous voyez, c'est que 1% du parc bâti existant. Je travaille dans des villes nouvelles, enfin pas en Chine, là c'est certainement un peu différent, mais disons en Europe, ce chiffre-là est assez européen. Même dans des villes nouvelles comme Marne-la-Vallée, ils construisent 1,8%. Ils ne sont pas au-delà du 1%. Donc ce n'est pas avec les bâtiments neufs qu'on va s'en sortir, même s'il faut absolument que tous les bâtiments neufs soient éco-responsables, que tous les projets urbains le soient. À ce tarif-là, si tout n'est pas éco-responsable, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Dans le 1%, quelle est la part d'éco-responsables? Dans le 1%, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiments écologiques et performants qui sont produits? Franchement, pas lourd. Donc il faut qu'il y ait de l'éco-responsabilité construite en permanence, mais l'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu est dans la réhabilitation de la ville existante, dans les 99 autres pourcents. Je ne vais pas vous montrer d'exemple de réhabilitation aujourd'hui, parce que j'ai choisi de vous montrer que les projets dont je m'occupe
en Normandie. Mais grosso modo, la question, elle est là, elle est sur le parc bâti existant. Sauf que sur le parc bâti existant, on est un peu démuni. Bon, bien sûr, ça change avec le dernier gouvernement, on a plus d'aide sur ça, on en aurait attendu davantage. Mais le monde du bâtiment n'est pas prêt à ça. Hein. Allez demander à un des majors du bâtiment s'il veut faire 100 logements ou réhabiliter 5 immeubles de 20 logements en site occupé. Vous allez voir la réponse. Et c'est tout le milieu du bâtiment qui n'est pas fait ou qui n'est pas prêt pour ce travail-là. Et puis même les règles de la copropriété rendent les choses compliquées, les prises de décision sont compliquées. Donc on est dans une situation complexe. Là. Ça va bouger, ça bouge. Hein. Je suis un homme optimiste. Hein. Autrement, je ne serais pas urbaniste. Parce que mes décisions prennent 15 ans à se faire. Donc je suis un homme optimiste, mais on ne peut être optimiste que si on connaît la réalité du monde dans lequel on travaille. Autrement, ça ne vaut pas. Quoi. Enfin, je l'ai déjà dit, mais le développement durable, c'est d'abord être pragmatique. Autrement, on ne change pas les choses. Donc finalement, comment est-ce qu'on va arriver au facteur 4 si on ne se donne pas les outils sur le neuf et sur l'ancien? Eh bien, la réponse, c'est engager la société civile. Parce que finalement, la société civile, c'est-à-dire vous, nous tous, nous sommes les plus à même de changer. Et de changer immédiatement, de changer en peu de temps. Bien sûr, ce n'est pas forcément facile de changer ses habitudes. Mais en même temps, ces habitudes-là, on peut les faire. Voilà, je le sais parce que je le vis dans quasiment tous mes projets. Et pour y arriver, ce qu'il faut faire, c'est revenir à l'importance de la culture dans le projet. L'éco-responsabilité se construit autour de la question culturelle, à partir de la question culturelle. D'abord parce que l'enjeu, c'est sur les modes de vie. Je veux parler de la société civile, de nous. Dans un livre qui a été écrit en 93, Peter Sloterdijk, qui est un philosophe allemand, en 93 dit il y a une incompatibilité entre l'actuel way of life, c'est la manière dont on vit maintenant, et demain. Et de fait, quand je vois comment mes parents vivaient et quand je vois comment mes enfants vivent, je comprends bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui fait qu'ils ne pourront pas revenir à ce qui était avant. Et d'ailleurs, en ont-ils envie? Je ne pense pas. Et que pour travailler sur ça, il faut reconnaître que c'est dans le quotidien que se joue la culture, que se joue la possibilité de la transformation. Là, c'est un Italien qui aide à le comprendre, c'est Gianni Vattimo, qui dit le quotidien, c'est pas banal, c'est pas léger. Le quotidien, c'est juste la représentation de quelque chose qui est historiquement qualifié et culturellement dense, c'est-à-dire quelque chose qui est très profond. Et donc, travailler avec le quotidien des gens, travailler avec les citoyens d'une ville ou des habitants sur leur quotidien, c'est changer les choses en profondeur. Et c'est pour ça que je pense profondément que la culture n'est plus le contexte de nos actions, mais vraiment la condition même de leur réalisation. Et que l'on ne fait pas la même chose ici ou ailleurs, évidemment. Alors pour faire ce travail-là, moi j'ai une petite liste de références que je vais vous faire glisser très rapidement, qui est la liste de références qui a été faite par le WWF et Bioregional, c'est-à-dire 2 ONG anglo-saxonnes. Ça s'appelle One Planet Living. La ville de Lyon utilise One Planet Living, par exemple, sur le secteur des confluences aujourd'hui. C'est un label exigeant, mais c'est justement dans cette exigence-là qu'il a du sens. La première chose, c'est toutes les images que vous allez voir en bas, ce sont des productions de mon atelier qui illustrent finalement ces choses-là. La première chose, c'est zéro carbone. On produit ce qu'on peut produire, on utilise des matériaux qui émettent ou qui ont besoin de moins de carbone pour exister, etc. etc. L'air, c'est un matériau, on fait de la ventilation naturelle, on n'a pas besoin qu'il y ait un moteur qui tourne en permanence, ainsi de suite. 2, le zéro déchet. Zéro déchet, c'est on organise sa vie autour du zéro déchet, mais on organise aussi le travail même de construction autour de tout ça et le projet urbain. Ici, c'est un projet dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est la ZAC l'éco-village des Noé à Val-de-Reuil, donc pas très loin, hein, plus bas. Et là, le ramassage du compost est fait par l'âne ici et le cheval qui est là. Le compost du quartier sert à la coopérative qui fait de l'horticulture bio. Et pour ceux qui ne réutilisent pas, il y a un poulailler collectif. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un poulailler collectif pour réduire vos déchets. Ensuite, la question de la mobilité durable. Moi, je suis toujours scotché de ce discours sur le tout mobile. Il faudrait que tout soit absolument toujours mobile. Et quand on dit mobile, c'est quand même mieux que ce soit un peu plus rapide, quoi. Toujours un peu plus rapide, malgré tout. Bien qu'on pense qu'un peu de lenteur, ce serait bien, on est assez content qu'on n'attende pas trop sa 3G ou sa 4G, que finalement on ne perde pas trop de temps dans les déplacements.
Moi, je milite pour moins de mobilité. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de bouger, mais pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à l'immobilité? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas aux valeurs qui sont liées à l'immobilité? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à d'autres manières de mobilité? Pourquoi est-ce que les choses ne viendraient pas à nous plutôt qu'on ait toujours besoin d'aller vers elles? Ça m'a amené à cette notion de la ville de la pantoufle que je partage d'ailleurs avec un urbaniste de Breda qui est Hans Stollen. Hans Stollen? Oui, voilà. Donc c'est cette idée que l'on peut penser la ville non pas à partir des grands axes et des équipements, mais à partir du logement. Et que l'on peut penser toute la manière de faire fonctionner la ville à partir du logement. Le suivant, c'est les matériaux locaux et durables. Dès que l'on fait une petite recherche sur la capacité des secteurs et des lieux à révéler les matériaux locaux, on trouve toujours des savoir-faire extraordinaires qui sont liés à ça. C'est-à-dire que la richesse locale est toujours double. C'est une richesse qui est à la fois matérielle et humaine. Le cinquième, c'est l'alimentation locale et durable. Et vous verrez tout à l'heure dans un tableau que l'alimentation, c'est le poids le plus lourd sur l'empreinte écologique, en tout cas du français. Et là, dans ces projets-ci, que ce soit Passé avec les champs urbains, Aubervilliers, les 8 hectares de jardins familiaux, Val-de-Reuil, l'éco-village des Noé, dont j'ai parlé tout à l'heure, le projet agriculturel des murs à pêche de Montreuil, Marne-la-Vallée, le corps agro-urbain, ou Montivilliers, dont je vous parlerai, qui est un projet avec de l'agroforesterie, on a de plus en plus une demande et une attente liées à l'alimentation et à la production d'alimentation locale et durable. La gestion de l'eau, basique, on va dire, mais c'est bien de le rappeler simplement et de faire les architectures qui vont avec. Un bâtiment qui récupère toute son eau, qui est réutilisé dans les toilettes, qui est réutilisé dans l'arrosage. C'est une maison de retraite, un territoire que l'on inonde volontairement en hiver, un château d'eau sans pompe et ici la protection d'un espace particulier. Habitat naturel et biodiversité, c'est pas juste un gag. Enfin, tout ce que je vous dis là, ça sert à faire de l'architecture. Ça sert à faire de l'architecture et du projet urbain. Ici, juste un exemple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails où on peut faire entrer la biodiversité dans les bâtiments, mais voilà, là c'est encore Val-de-Reuil. C'est un site totalement inondable. Et pour gérer l'inondation décennale, on a créé un bras de dérivation ici, qui fait que quand l'heure monte, finalement ce bras de dérivation sert à contenir ce débord. Et du coup, ce bras de dérivation devient une frayère à brochet. Voilà. Il n'y avait plus de frayère à brochet sur le... On réussit à le faire. Culturel et patrimoine local, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ça. Équité et développement économique, ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le transcalaire, sur le fait que les valeurs qui nous portent et qui servent à faire de l'éco-responsabilité ne rentrent pas dans des boîtes, mais sont toujours dans des espèces d'équilibres qui sont à établir. Et vous avez bien vu que ce n'est pas égalité qui est écrit, mais équité. On donne plus à ceux qui en ont moins. Hein. Et puis, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, pour la qualité de vie et le bien-être, et pas pour d'autres raisons. Et donc, on le fait avec les gens, on le fait pour leur vie quotidienne. Donc, voilà un peu le cadre qui me semble-t-il, donne du sens à l'éco-responsabilité. Le projet, c'est pas d'utiliser des panneaux solaires. Excusez-moi, monsieur, mais moi, je pense que la bonne énergie, c'est celle dont on n'a pas besoin, dont on ne se sert pas, en tout cas. Mais enfin, je pense que ça peut les aider aussi d'avoir moins d'investissements à faire. Hein. Voilà. Donc, voilà. Bref. Et maintenant, l'éco-village des Noé. Donc, l'éco-village des Noé est à Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, vous connaissez peut-être, c'est la dernière ville nouvelle française, une catastrophe totale. Pourtant faite par de très très bons architectes. Hein, l'atelier de Montrouge, ça fait partie des grands architectes de la seconde moitié du XXe siècle en France. C'est une ville qui va tomber, qui va pas être terminée, qui va tomber grosso modo en désuétude dans les années 90, au point que même les bailleurs sociaux vont quitter la ville et un maire arrive, Marc-Antoine Jamet, qui va redonner du sens et refaire vivre sa commune en décidant d'y remettre de l'activité économique. Et les gens qui avaient un patrimoine qu'ils étaient obligés de payer même quand ils l'avaient encore vendu, se retrouvent finalement ils retrouvent finalement leur patrimoine. Donc la ville nouvelle est ici, le site sur lequel on nous a demandé de travailler est là, la gare est là, c'est-à-dire que ce site-là peut paraître au bord, en fait il est au cœur de la ville qui va continuer à s'étendre jusqu'à la gare qui est là. Et
pour faire le projet, on a simplement regardé ce qui se passait. Et d'ailleurs, on a regardé ce petit quartier-là, qui est le quartier de Léry, qui est le plus ancien. Et quand on regarde la géométrie qui est reprise par l'atelier de Montrouge, on voit qu'ils avaient aussi bien regardé ce que le hameau de Léry était. Et on va surtout pas faire comme ces couillons, là, qui ont mis leur lotissement en plein secteur inondable. Donc on dessine ça, la même géométrie, les architectures qui montrent leurs pignons à la rue, qui tournent le dos au nord, le vent froid de la vallée de la Seine, et qui s'ouvrent vers le sud. On met simplement en avant que... En fait, chaque fois qu'il y a inondation, il y a biodiversité. Souvent, le risque lié à l'inondation, c'est pas un risque, c'est une chance. Enfin, c'est une chance en tout cas pour la biodiversité. Si on dit pas à l'eau, toi tu restes dehors, elle vient, elle vous aide. Donc, on déclenche le parc des bordeleurs ici. Ça nous fait un projet comme celui-là. Alors, il faut comprendre que c'est du logement social. Ce sont 100 logements sociaux qui vont être en accession et en location. Et dans le cadre du concours, on n'a pas fait ce qu'ils avaient demandé. Ils voulaient 100 logements BBC, on leur en a proposé 100 zéro énergie, zen. Ils voulaient un tout petit peu d'horticulture, on est passé de l'autre côté de l'heure, on est allé voir l'horticulteur et on lui a dit vous venez dans notre équipe. Il est rentré dans l'équipe et d'un seul coup tout a changé. L'horticulteur, qui a une coopérative d'horticulture bio et qui fait de la réinsertion sociale, est devenu, comme l'architecte, l'ingénieur, partie du projet. Donc on lui a donné tout le secteur inondable ici pour son horticulture. Et comme il était vraiment sympa avec nous, et qu'il nous demandait aussi quand même, moi je fais du bio, donc tous les jardins, il faut qu'ils soient bio, il faut respecter ma production. Les jardins familiaux qu'on a installés là, il a dit, ben je m'en occupe. C'est-à-dire que je m'occupe, j'encadre les gens qui vont être dans les jardins bio. Donc on lui a dit, d'accord, on vous donne une petite cabane du jardinier ici qui va vous servir, y compris pour votre horticulture. Et puis il dit, moi, le compost, ça m'intéresse aussi, donc je vais récupérer le compost biodégradable de l'ensemble de ce secteur. Et donc son petit âne et son cheval vont faire ce compost-là. Et comme il va gérer la mare pédagogique qui est ici, puisque l'idée c'est quand même qu'il y ait aussi une dimension à la fois de loisirs et de culture, on s'est dit qu'il fallait l'aider jusqu'au bout. Donc, vous voyez, ça, c'est la rue verte qui mène au centre de Val-de-Reuil. Et on lui a mis une petite halle ici avec une boutique. Donc, sa boutique est face à la rue. Et sous cette halle, on a rajouté aussi une coopérative, une blanchisserie coopérative. Parce que dans les logements, il y a des logements de réinsertion sociale. Et que les gens qui sont en situation très précaire n'ont pas toujours la situation qui fait qu'ils sont voilà, en état d'aller payer quelque part quelque chose qui serait cher simplement pour être propre. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail de telle manière qu'on puisse se parler tout à l'heure, mais voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une architecture dense, à la fois de maisons de ville, de maisons, d'habitats groupés et de petits collectifs avec la halle, mais je vais les détailler maintenant. Et vous avez une chaufferie bois qui est installée ici. Hop, voilà. Donc vous avez la halle qui est là, ici le parc, hop, non, la place du marché, excusez-moi. Ici les cours à l'intérieur des deux petits hameaux que l'on a fait, et puis hop, les maisons groupées qui sont ici. Excusez-moi, c'est trop petit sur mon écran. Et le chemin haut et le chemin bas à cet endroit-là. Donc les typologies correspondent à des manières de vivre différentes parce que l'architecture porte la mixité sociale. Vous ne pouvez pas accéder à des logements trop grands, et du coup la forme architecturale renvoie aussi finalement à une capacité, à une possibilité de vivre autrement dans ce quartier. Donc là ce sont les maisons qu'on appelle les monopolies, voilà, ça ressemble à ça. Là ce sont les maisons groupées qui ressemblent à ça. Et puis là, vous avez les collectifs. Bon, on est donc en train de faire de l'accession sociale et du social, on va dire, très actif. Donc, on a dessiné les volumes les plus sobres qu'on pouvait dessiner. Donc, celui-là, vous ne pouvez pas plus sobre, mais du coup, c'est un volume totalement doré. Le pignon est carré et sa façade est dorée.
C'est-à-dire que j'ai donné la plus belle échelle que je pouvais donner à ce petit volume de rien. On n'y a pas mis de balcon. On a fait descendre les fenêtres le plus bas possible dans les séjours parce que finalement tout l'alentour est tellement ouvert et offert que ça ne servait à rien qu'on se pénalise sur ça, enfin financièrement. Il valait mieux donner une qualité au logement et à l'extérieur plutôt que simplement cette prestation-là. Donc voilà à quoi ressemblent ces bâtiments-ci. Enfin, toujours il y a un rapport à la rue et un traitement du seuil qui est présent. Vous avez la halle qui est ici, la crèche qui est là. C'était pas prévu dans le concours, mais nous l'avons mis et on avait pris une coopérative qui était prête à faire cette crèche. Et en fait, la mairie a dit, mais nous, ça nous intéresse, on va la faire nous. Et donc, c'est un bâtiment municipal, finalement, que l'on va faire là. Donc, la halle est là. La crèche est ici, quelque part. La halle est là, excusez-moi. La crèche est ici. Et le petit espace pour les coopérateurs sont là. Le reste, c'est du travail simplement de paysagiste et d'architecte sur la qualité d'un paysage qui accompagne ce qui est à portée de main, quoi. Les matières qui sont là et qui font que finalement, dans ce quartier où il n'y a pas les voitures, où les stationnements sont mis à l'écart, tous les cheminements sont des cheminements agréables. Donc voilà, côté ville, c'est ça, et côté parc, c'est ça. Vous êtes dans la partie inondable du parc. Ce projet-là, comme les autres, mais je ne l'ai mis que pour celui-ci, on calcule son empreinte écologique. Bon, aujourd'hui, l'empreinte écologique de la France, c'est par habitant 5,3 équivalents hectares, c'est-à-dire beaucoup trop, puisque finalement, la France ne peut admettre que 2,9 équivalents hectares. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, regardez bien, la nourriture 1,6, le transport 0,8, le logement 1 et les biens et services 1,8. Donc voilà, je suis urbaniste et architecte. Je bosse comme il faut sur les transports et les logements. Hop, 1,8. Et la nourriture et les biens et services, 3,4. C'est-à-dire que j'ai beau avoir fait mon boulot du mieux que je peux, finalement, j'agis pas sur les bons leviers. Et on sait bien, une bonne politique agricole commune, ça nous ferait le facteur 4 tout de suite. Voilà pourquoi ce projet, on a réussi à arriver au 2,9, pardon, parce qu'il y a cette production agricole sur place, qui est une production agricole pas romantique pour un sou, hein, ce n'est pas les tomates cerises sur le balcon, hein, c'est vraiment un horticulteur bio qui fait son travail de tout ça. On a réussi à baisser considérablement sur la nourriture la part de l'empreinte écologique. Donc voilà, le cas de Val-de-Reuil est unique parce qu'il y a un maître d'ouvrage et un architecte. C'est-à-dire qu'on va tout réaliser. Bon, c'est 5 ans de négociation et de travail pour arriver à ce niveau-là, avec un nombre de partenaires importants. L'entreprise qui était présente dès le début, c'est l'entreprise Quille, que vous devez connaître sans doute, avec un ingénieur qui était en fait un éco-citoyen hors pair. C'est-à-dire que toute sa vie, il était éco-citoyen. Il était ingénieur chez Quille, donc chez Bouygues, mais il avait cette fibre-là qui fait qu'il nous a suivis en permanence. Verson, c'est un contexte différent. On est non pas ici en train de rajouter un morceau de hameau avec une densité de ville nouvelle. On vient, mais comme monsieur le maire l'a expliqué tout à l'heure, on ne vient pas faire non plus une extension urbaine. Le cas de Verson est très intéressant parce que à Verson, c'est le bourg que l'on consolide. Enfin, bourg, on dit ça en Bretagne, je ne sais pas si vous le dites souvent chez vous aussi, mais en fait, c'est le cœur du village, c'est le cœur de la petite ville qui est consolidée par une greffe qui vient directement au cœur. Et donc le cœur est ici, les terrains sur lesquels on pouvait travailler sont dans cette partie-là. On a bien sûr essayé de comprendre comment marchait le territoire, puisque quand on vient rajouter une part aussi importante du bourg, enfin de Verson, du centre de Verson, ça renvoie à l'histoire de Verson. Et donc bien sûr au territoire de Verson et à ce que le territoire peut simplement apporter comme condition. Et donc on a essayé de comprendre un peu peut-être ce que Frédéric Lehn sous-entendait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce qu'il y a une possibilité d'imaginer un avenir? On est sur le Talweg ici, hein, donc c'est
ce petit vallon avec de l'eau. Et ce Talweg parle du territoire, parce que l'eau, elle n'arrive pas comme ça, hein. Elle arrive forcément de l'autre côté de l'horizon. Et l'autre côté de l'horizon ici, c'est l'autoroute. Donc on a essayé de comprendre comment le lien se faisait avec cet autre territoire. Je me souviens de balades qu'on a fait avec les élus de l'autre côté pour comprendre finalement tout ça. Et on s'est dit que le projet qu'on allait faire, bien sûr, n'allait pas créer le lien. C'était pas l'objet, c'était pas le moment. Mais en tout cas, ce projet-là n'allait pas interdire le lien. Et il me semble qu'un des grands enjeux d'éco-responsabilité, c'est de faire en sorte que le projet n'interdise pas l'avenir d'un secteur. Donc voilà, on réfléchit à la possibilité de maintenir ce lien, on regarde le paysage qui ressemble à ça, avec les chemins creux que l'on décide de garder. Et très rapidement, on arrive à cette figure de deux feuilles qui parlent des deux quartiers de part et d'autre du Talweg. Moi, je suis très attaché à la ville passante pour les piétons et les cycles, mais plutôt à la ville arborescente pour les voitures, quoi. Je veux dire, par là, les voitures n'ont pas besoin de passer partout, les piétons et les cycles ont absolument besoin de passer partout, et on peut admettre une autonomie entre les deux secteurs. Donc voilà, les lieux se donnent, les lieux s'ouvrent, des lieux qui parlent de la dimension rurale de ce secteur, et ce que vous avez ici, c'est le cheminement qui est offert pour la structure paysagère et pour les déplacements doux. La programmation de l'ensemble du secteur se fait sur la qualité des lieux et sur les intentions. Donc prolonger le centre, qui était la vraie commande initiale de la mairie, enfin de la municipalité, avec cette greffe qui est liée à des équipements, dont monsieur le maire a parlé tout à l'heure, et à des liens, des ouvertures de voirie directement vers le centre. Ici, un secteur en attente, un secteur qui rend possible des usages, dès maintenant, mais qui en fait qui attend de voir ce qui se passera un jour. Peut-être que ce début d'autoroute, quand les choses auront évolué, peut devenir un boulevard urbain. Moi, je ne sais pas ce que deviendra votre agglomération un jour, mais les autoroutes peuvent commencer plus loin, etc. Donc, ce secteur-là est en attente. Le Talweg, que l'on donne à habiter, et organiser l'entrée de ville, ce que vous avez aussi évoqué tout à l'heure. Et avec cette coupe ici, qui est une coupe stratégique sur le positionnement du collectif, où on met plutôt les immeubles collectifs dans le bas de la pente face au Talweg et aux grandes dimensions, de telle manière que son impact dans le paysage soit amoindri, et que l'on donne à ceux qui habitent dans le collectif la possibilité de voir les espaces les plus agréables. Donc voilà, ça finit par donner ce type de structure, avec des cheminements où il n'y a pas de voiture, et des cheminements piétons-cycles vraiment indépendants pour que l'on y soit bien et en sécurité, et surtout les enfants. On n'est pas loin des écoles. On peut imaginer que les gens qui habitent là vont laisser leurs enfants revenir même des écoles dans des situations protégées. Et donc voilà, les deux schémas qu'il faut garder en tête, sans doute du point de vue de la structure, même si ça a changé depuis le moment où on l'a fait, c'est pour les voitures. On vient, on repart, l'entrée de ville s'opère. Pas de lien de traversée ici, pas de voie de contournement de la commune qui ferait qu'on se mettrait encore dans une logique d'entourer la commune par la voiture. Et ici, cette greffe vers le cœur, vers le cimetière, vers à la fois les écoles et les espaces de jeu. Et là, voilà, le maillage, lui, le plus étroit possible, de telle manière que les piétons finalement trouvent beaucoup plus pratique de le faire à pied que de le faire en voiture. Ce qui donne voilà, quelques coupes comme celle-ci qu'on a présentée dès le début sur la nécessité de préserver le bocage, c'est-à-dire ce paysage où les talus plantés ont une importance, serré, c'est creux. Ce qui donne aujourd'hui voilà, cette thématique, ça c'est l'élévation du talus et la manière de le terminer. Là, pour le coup, on n'essaie pas de faire croire que le talus était comme ça avant. Quand on intervient, on a une intervention franche, claire. On dit là où on passe. Ce qui va nous libérer des lieux comme ceci. Et voilà, et avec des noms. Moi, je suis toujours attaché au fait que l'on puisse donner des noms aux lieux, parce que finalement, le fait de nommer aide à s'approprier les choses. Donc ici, c'était plutôt les champs urbains, ici la clairière des Talweg, et là, la campagne préservée, puisqu'il y avait la possibilité d'aller plus loin pour ce projet, mais on a choisi de répondre au programme et de préserver les terres agricoles qui étaient au plus près. Donc voilà où on en est aujourd'hui, avec donc le plan tel qu'il se réalise aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je vais évoquer deux choses. J'aurai terminé à l'heure dite. Je vais évoquer un autre écoquartier qui est à Montivilliers, qui est en train de naître
Et je vais terminer par une opération de 14 maisons passives que l'on vient de livrer au Havre. Montivilliers, on est tout près du Havre, sur les plateaux un peu plus haut. Il y a le TER qui dessert la gare de Montivilliers. Une ville de lotissement. Vraiment. Une topographie, par contre, plus forte qu'à Verson, mais en tout cas toujours une relation avec un fond de vallée. On est sur cette partie ici, qui est une partie de champ, qui est une partie haute. Quand on arrive, il y a déjà eu plusieurs années d'approche environnementale de l'urbanisme. Il y a un très gros travail qui a été fait par les élus avec les habitants sur l'avenir de ce secteur-ci. Donc quand on arrive, on hérite finalement de toute une histoire, de toute une culture du projet urbain à Montivilliers. Et on commence simplement à faire ce qu'on fait toujours, c'est où tombe la goutte d'eau. Enfin, c'est la base du paysage, je pense, et de l'urbanisme. C'est où elle tombe, où elle va, qu'est-ce qu'on fait avec elle. Et après, comment on s'installe, comment on organise les enjeux liés à la topographie, puisqu'ici on a une pente qui est tout à fait agréable, puisque la pente est vers le sud et on a un lointain absolument magique. Donc garder ces lointains, donner la place à la nature, et vous verrez, on le fait de plusieurs manières. À la fois parce qu'on fait en sorte que les lisières deviennent des sujets, mais je vais y arriver tout de suite. En fait, on travaille les lisières et on travaille les continuités intérieures, telles que vous les avez là, et vous le savez, comme c'est pour Verson, et comme d'autres projets bien sûr, chaque fois qu'il y a de l'eau, il y a du paysage. Chaque fois qu'il y a du paysage, c'est idéal pour que le piéton et le cycle se trouvent dans une situation aisée pour son cheminement. Ici, comme dans beaucoup de sujets qui se posent aujourd'hui, la question c'est la lisière. C'est-à-dire comment est-ce que l'on traite le bord, comment est-ce que l'on tient le bord. Moi je suis partisan de construire les bords, parce que quand on met du lotissement en bord d'une ville, vous pouvez toujours ajouter une maison, personne n'y verra rien. C'est juste une maison de plus. Alors que quand vous construisez le bord, ça devient très compliqué de mettre une maison de l'autre côté du bord. Et construire le bord, c'est forcément faire de l'usage, renvoyer à des enjeux agricoles réels, partagés ou non, à des enjeux sportifs, à la gestion de l'eau ou à l'énergie. Donc voilà, il y a cette dimension-là sur comment on vient traiter simplement ce bord entre le champ, les passages et la possibilité d'habiter. Donc c'est notamment cette frange côté ville. Et ici, à Verson, on travaille sur la base d'une agroforesterie, c'est-à-dire une vraie activité agricole avec des acteurs qui sont des professionnels dans le cadre du projet. Ce ne sont pas les mêmes acteurs que l'on a dans l'agriculture et dans l'horticulture. Aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de gens du monde associatif qui sont intéressés, et à raison, par l'horticulture de bord de ville. Mais ici, ce sont des agriculteurs qui ont déjà une pratique que l'on vient chercher. Et je veux vous dire que l'élevage caprin, on l'a retenu cette semaine. Et donc le projet voilà, se tisse dans ses continuités, dans ces lieux. Et aujourd'hui, on est à une dimension comme celle-là, avec une centralité ici, proche de la voie qui amène directement vers l'autre centralité, qui est la ville, et des enjeux petit à petit qui sont liés à des modes d'habiter différents, notamment des parcelles de formes différentes, qui sont des parcelles très longues. Et en fait, ces parcelles très longues viennent de cette expérience-ci, et j'en aurai fini dans 2-3 minutes. On est en train de construire 50 maisons passives au Havre sur 3 sites différents. Et ici, ce sont 14 maisons qu'il y a. Vous voyez là, vous avez le projet de la ville du Havre tel qu'il était donné au concours, puisqu'il y a eu une consultation sur ça. Donc le projet, c'était, on va dire, un projet de géomètre, une voirie, des parcelles, on dessert à droite et à gauche, ou une voirie qui fait le tour et on dessert pareil à droite et à gauche. Donc pour nous, ça n'avait pas de sens, d'autant plus qu'on voulait faire des maisons passives et qu'on voulait respecter le budget, donc on avait besoin de faire des économies. On voulait de la maison mitoyenne. Et donc, on a compté, hop, 14 maisons, hop, on a un terrain comme ça. Qu'est-ce qui fait si on divise en 14 le terrain? Eh bien, ça donne ça. Ça donne des parcelles qui font 7,20 m de largeur. On entre ici, on ressort là. C'est une voie uniquement de desserte locale. Et quand vous avez cette maison-ci, eh bien, votre parcelle, elle commence là et elle finit ici. C'est-à-dire c'est cette parcelle-là. Alors, je vous la décris. Parce que la différence qui
qu'il y a entre une parcelle où la maison est au milieu, c'est que la maison qui est au milieu, on fait le tour et puis finalement il n'y a pas de surprise, quoi. Une fois qu'on a fait le tour, on sait qu'on peut refaire le tour et puis alors que dans la profondeur, il se passe autre chose. Moi, j'ai lu il y a quelques années un texte de Roland Barthes qui parlait de la joie de vivre dans la parcelle de ses tantes à Bordeaux. Donc ses tantes habitaient dans une parcelle comme ça très longue à Bordeaux et lui disait pour qu'un homme soit heureux, il faut qu'il ait 4 jardins. Le jardin mondain, le jardin domestique, le jardin potager et les jardins sauvages. Bon, le jardin sauvage, ici, vous verrez, il est à côté, mais je trouve tellement juste cette idée que sur l'extérieur, il y ait la même qualité de programmation que dans les espaces intérieurs, que je me suis attaché à ça ici. Donc on commence par là. Là, c'est la haie du voisin, le potager avec un arbre fruitier, la cabane du jardinier, un garage et un stationnement extérieur. Il y a quelque chose que je n'aurais pas dû faire, mais qu'un paysagiste m'a dit récemment, j'aurais dû dessiner des pointillés sur le sol, vous savez, des petits pointillés jaunes dans ce sens-là. Parce que finalement, la parcelle, c'est ça. Donc on traverse là, et on a la petite cour d'entrée de la maison, avec le tri des déchets, ici, son petit espace d'entrée, la maison, la terrasse haute, la terrasse basse, le jardin, là pour le coup la pelouse. On monte quelques marches, on arrive à un endroit que nous, on a appelé le verger, parce qu'on a mis un arbre fruitier qu'on espère qu'ils mettront d'autres arbres fruitiers. Et en haut, il y a un petit volume de 20 mètres carrés à terminer. Il n'est pas fini, mais il est là. Et une porte ici. Donc ce petit volume, c'est le premier gamin qui a envie de décohabiter, qui en a marre de ses parents, ou réciproquement. Les personnes âgées, enfin un grand-père ou une grand-mère qu'il faudrait simplement rapprocher de la maison, ou même un étudiant qui a besoin d'un espace à louer, puisqu'il y a une porte là, on peut louer cet endroit-là. Et voilà ce que ça donne. Il y a le sud est en haut, il y a la topographie est comme ça. Donc là, ce sont les petits volumes à terminer. La topographie ici, les terrasses, terrasse basse, terrasse haute, les maisons, avec un peu de végétalisation, mais moins que vous, mais un peu de végétalisation, les panneaux solaires, et derrière, les garages. Alors vous voyez, la rue ici, voilà, ce trait, j'aurais pas dû le faire, j'aurais vraiment dû le faire dans l'autre sens. Je pense que ça aurait été mieux pour jouer pour les gamins. Ils auraient forcément inventé un truc avec les lignes. Je pense que je vais demander au maître d'ouvrage de le faire. Donc c'est un espace à jouer. Et puis là, c'est quand on est en haut, c'est les portes d'accès vers la partie haute. Et là, ce sont les espaces d'entrée avec les tri des déchets que vous avez ici. Donc de l'autre côté, c'est ça. Ces espaces qui se répètent avec une forme de terrain qui est un peu différente. Et vous avez vu une proximité magnifique d'un bois superbe. Et les enfants qui jouent et qui se parlent beaucoup. Enfin, cette pente, elle a de vraies valeurs ludiques qu'on n'avait pas estimées, mais que visiblement les gamins adorent. Ces maisons ont des fenêtres dans toutes les pièces. Quand on fait des maisons, c'est plus facile que les logements, mais chez nous, on met des fenêtres dans toutes les salles de bain de nos logements. Je déteste l'idée qu'on aille se faire beau le matin dans un placard. Et puis surtout, on est très attaché à la ventilation naturelle. Et quand vous avez des fenêtres dans toutes les pièces, vous pouvez demander de couper complètement la ventilation mécanique. On a obtenu l'accord, mais le maître d'ouvrage ne l'a pas voulu. Et donc voilà, ça finit sur ça. Je vous remercie.